Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recommandation littérature africaine. En effet, il y a quelques semaines sur Instagram, je vous ai demandé s'il y avait des vidéos que vous vouliez voir sur la chaîne et l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a répondu qu'il ou elle aimerait voir des recommandations de mes auteurs africains préférés car la personne avait envie de s'intéresser mais elle était un peu perdue et si possible, ces livres doivent être disponibles en France. Et j'en profite pour faire un petit shout-out parce que la personne a un compte Instagram qui s'appelle Lusolive, qui est consacré à la littérature lusophone, donc de langue portugaise. Cette littérature qui, paraît-il, est chantante, est très peu discutée, et franchement, le concept, je le trouve génial, et en allant sur l'Instagram, je l'ai trouvé juste oufissime, regardez-moi ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, moi je suis déjà le compte, et j'ai hâte de me plonger dans les livres qui y sont recommandés. D'abord, disclaimer. Je ne suis pas du tout une experte de la littérature africaine. J'aime à m'y atteler, mais c'est une littérature que je pourrais décrire comme une littérature de l'intime, une littérature difficile, puisqu'elle traite des choses dans le détail, qu'elle traite de sujets graves, que ce soit dans les violences qu'on peut avoir dans un cercle fermé ou dans les violences qu'on peut avoir dans son pays. Guerre civile, massacre, violence conjugale, agression, etc., etc. Cela dit, c'est une littérature qui reste très intéressante car elle est dépaysante, surtout quand on a grandi en Europe et qu'on ne sait pas comment ça se passe en Afrique. Elle est aussi intéressante parce qu'elle est très alimentée par ce qu'on pourrait appeler la diaspora. C'est des gens qui vivent sur place ou qui ont vécu sur place et qui sont partis, ou des gens qui ont grandi ailleurs et qui sont revenus, ou des gens qui ont juste un lien avec l'Afrique parce que c'est le pays de leurs parents et qu'ils y vont régulièrement. Bref, il y en a pour toutes les catégories. Et donc, c'est par nature une littérature qui est métisse. On pourrait dire ça comme ça. Je vais vous faire les recommandations en fonction des régions d'Afrique. Comme vous le savez tous, wink wink, l'Afrique, ce gros pays, je rigole. L'Afrique, ce gros continent, contient 54 pays. Pour ma part, j'ai dû lire des livres d'environ une dizaine d'entre eux, avec un gros focus sur l'Afrique de l'Ouest. Donc je vais commencer par les régions dont j'ai le moins lu, pour aller vers les régions dont j'ai le plus lu. Sachant que l'Afrique australe et le Maghreb, je ne connais pas trop, donc je ne vais pas m'y atteler. Commençons par l'Afrique de l'Est. De l'Afrique de l'Est, j'ai lu au Kenya Maatai Wagahari, 7 prix Nobel de la paix qui a lancé le mouvement de la ceinture verte. Ici, je vous propose de lire sa biographie. Je me souviens d'un livre assez long, mais pour lequel je n'ai pas pu m'arrêter de lire. On suit l'histoire de cette jeune femme qui a une idée et qui va la mettre en place. Le concept derrière est génial, l'idéologie est agréable, et du coup, la lecture n'en a été que plus confortable, en plus d'avoir un livre qui est bien écrit et instructif. Donc si jamais ça vous intéresse, faites place. Ensuite, on va avoir Scholastique Mukasonga, une Rwandaise qui nous propose ici, dans Notre-Dame du Nil, de suivre des petites pestes dans un internat du Rwanda. Vous y trouverez la jeunesse dorée, ainsi que les gens qui y sont avec des bourses. Bien sûr, c'est l'adolescence. Bien sûr, elles vont être insupportables. Mais tout ça sur un fond d'histoire rwandaise, avec les détails de la vie du quotidien, acheter la nourriture dans la rue, manger les petits gâteaux, écrire des histoires, parler avec ses copines. Ce n'est pas un livre qui m'a nécessairement plu, je l'ai trouvé assez accessible. J'ai envie d'en découvrir plus de cette autrice car elle a énormément écrit. Celui-ci, j'en suis sûre, ne sera pas mon favori, mais j'ai bien aimé retrouver cette petite ambiance de peste, d'adolescentes qui se battent et qui essayent quand même de faire quelque chose de leur vie. Certaines d'entre elles ont beaucoup trop d'argent et ça se voit, mais j'ai trouvé ça très intéressant, ce traitement à la fois du rapport au professeur, mais aussi des différentes classes sociales. Et enfin, je vais vous proposer de lire Le coiffeur d'Harare de Tendai Uchu. Vous excuserez ma prononciation pour Harare, peut-être qu'on dit Harar, j'ai eu l'habitude de le dire comme ça. Bref, nous sommes transportés au Zimbabwe. Dans ce pays, vous avez un coiffeur qui est, dans mes souvenirs, un coiffeur assez connu, plébiscité. Il adore les femmes, il les met en valeur, le visage est parfait, les tresses sont soignées, les perruques sont bien posées, bref, il gère son travail. Mais il cache un lourd secret et je vous laisse découvrir de quoi il retourne. Ensuite, je vous emmène dans la corne de l'Afrique pour lire Suleiman Adonia avec Le silence est ma langue maternelle. Quel titre, quel lyrisme et quel maître de l'écriture. Suleiman Adonia est vraiment, vraiment un génie de la plume. J'ai adoré ce livre de A à Z, bien qu'il y ait un chapitre au milieu.
absolument nécessaire pour comprendre l'histoire, mais que je ne relirai plus jamais parce que c'est bon, je sais ce qu'il y a et c'était horriblement traumatisant. Ici, nous sommes dans un camp de réfugiés en Érythrée, il me semble, et nous allons suivre les aventures d'une jeune fille pleine d'espoir, une jeune fille qui a envie que sa vie continue et qui est bloquée dans cette espèce d'instant, dans ce temps suspendu du camp de réfugiés. Je vous laisse imaginer les conditions sanitaires et mentales des gens qui s'y trouvent. On ne sait pas si on va sortir un jour, on ne sait pas si on est autorisé à avoir de l'espoir. Notre monde s'écroule puisque notre pays est en guerre. Tout ce livre est difficile. Rien n'est facile, quasiment rien n'est agréable, à part le cinéma en plein air, où ils se retrouvent la nuit et où ils vont pouvoir s'évader. Grâce à ce cinéma, beaucoup de choses vont arriver et nous allons suivre l'évolution de nos personnages pendant quelques pages et pendant une courte partie de leur vie, mais nous allons aussi comprendre, grâce à l'utilisation très bien faite de flashbacks, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Maintenant, allons vers l'Afrique centrale avec nos amis du Cameroun et du Congo. Commençons par le Congo-Brazzaville. Wilfried Sondé nous propose ici un océan, 2 mers, 3 continents, une écriture romanesque du commerce triangulaire. Nous allons suivre une traversée, les personnages qui sont dessus, ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils vont vivre la transition entre le Congo et les Amériques. Je ne me souviens pas très bien de l'histoire parce que je l'ai lu il y a 5 ans, mais je me souviens de quelque chose de très lyrique, de très engageant et d'un livre que je n'avais pas envie de poser et que je n'ai d'ailleurs pas posé. Si vous voulez plus de détails, vous devriez faire comme ce que je n'ai pas fait et aller sur mon Instagram pour savoir ce que j'en ai pensé à l'époque. Désolée! À l'époque, j'ai écrit. À peine refermé, je regrette déjà d'avoir fini ce livre. La plume de Wilfried Sondé, par sa poésie, a su retranscrire les odeurs, les sons, la lumière, les larmes, la folie, l'exaltation et tant d'autres émotions et sensations vécues par les personnages, mais surtout par l'homme d'église, Sakune Vuna, baptisé Don Antonio Manuel, que nous suivons. Les notes historiques sont distillées à la perfection, l'aspect romanesque nous transporte dans le corps d'un homme qui se voit arraché à sa patrie pour une mission qui le dépasse et dépasserait n'importe quel humain. Si, le rythme de lecture m'a été imposé par l'écriture délicate qui nous permet de nous délecter de chaque mot. Ensuite, le Cameroun. Je vais vous parler d'une autrice qui est très plébiscitée. Elle s'appelle Djaïli Amadou Amal. Elle vient du Nord Cameroun et elle a écrit 2 livres. Un qui a été partout, dans le métro, sur des affiches publicitaires. Ça s'appelle Les Impatientes. Ça a gagné le prix Goncourt des lycéens en 2020, il me semble. Et c'est un livre qui parle de la polygamie et de ce qu'elle fait aux femmes. Ces femmes à qui on apprend à attendre. Ces femmes à qui on dit en boucle « Mounial, 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 patience, patience, patience » et qui n'ont pas envie d'attendre, qui ont envie de bouger, qui ont envie de vivre leur vie. C'est un livre qui est très intéressant pour se glisser dans la culture du Nord Cameroun, dans la région qu'on appelle l'extrême nord, très proche du Tchad, et elle diffère également de la culture camerounaise qu'on connaît plus, puisque c'est là où il y a le plus de population, qui est au sud du Cameroun et qui est plutôt chrétienne. L'idée, c'est de parler de mariage forcé, de polygamie, de la pression familiale, de la pression sociétale, de ce que c'est d'être une femme, de devoir donner des enfants, de partager son époux, de s'entendre avec ses coépouses. Toute cette réflexion autour de ce qui se passe dans une case polygame dans l'extrême nord du Cameroun. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à y aller. Nous descendons vers le sud du Cameroun, beaucoup plus verdoyant et beaucoup plus connu, pour vous proposer l'autrice que j'ai particulièrement aimée et dont j'adore le prénom. Elle s'appelle Calixte Beyala et je vous la propose avec un texte qui est extrêmement court. Dans ce roman, nous sommes dans les quartiers très pauvres de Douala. Je suis désolée, je me rends compte que je n'ai quasiment rien dit, mais ici on suit l'histoire d'une jeune fille qui évolue dans un bidonville. Elle a l'air très seule et on a l'impression que son seul moyen d'échapper à la pauvreté, c'est de se prostituer. Bien sûr, c'est quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Et du coup, malgré les pressions masculines et la pression sociétale et le besoin d'argent, elle va se battre. Mais franchement, c'est un livre à la fois étrange et très ancré dans la réalité. Étrange parce qu'il a aussi un côté réalisme magique qui apporte une touche de spécificité à cette œuvre qui est juste géniale. Je trouve qu'ici, tout a été fait en suggestion. C'est un livre que j'ai dévoré. Je l'ai lu en quelques heures, mais il faut absolument que j'y retourne parce que j'ai l'impression que c'est le genre de livre qui, à une première lecture, vous donne un sentiment, mais à une deuxième, vous donne une compréhension du texte et peut-être à une troisième et une quatrième, une compréhension fine de ce que l'auteur a voulu partager avec vous.
C'est donc un classique à avoir dans sa bibliothèque, et cette autrice a de nombreux ouvrages auxquels je souhaiterais m'atteler. Et enfin, nous allons nous diriger dans la région dont j'ai le plus lu de livres et qui est l'Afrique de l'Ouest. Et évidemment, de par nos liens particuliers en tant que Français avec l'Afrique de l'Ouest et les pays francophones, ce sont les livres qui sont le plus disponibles en France. Et c'est trop chouette, parce que ce sont de super livres. De ce que j'ai un peu compris, je dirais que les auteurs du XXe siècle sont plutôt axés sur l'esclavage et la colonisation. Et si ce ne sont pas des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire de la place, ou plutôt, s'il vous plaît, faites de la place aux auteurs du XXIe siècle. Cette nouvelle génération est beaucoup plus ancrée dans une Afrique contemporaine, notre contemporain, dans une Afrique moderne, qui personnellement me parle beaucoup plus, et qui, je trouve, aborde des sujets d'une façon beaucoup plus intime, beaucoup plus dense. Elle secoue. C'est une génération qui secoue. D'abord, je voudrais commencer avec la Côte d'Ivoire et Amadou Kourouma, qui nous propose dans Allah n'est pas obligé d'être dans la tête d'un jeune enfant soldat à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Sierra Leone. Cette histoire est extrêmement dérangeante puisqu'on se trouve avec des pensées très enfantines, mais très violentes. Et à travers cette prise de position très ingénieuse, Amadou Kourouma nous propose d'explorer l'influence de la guerre sur la nouvelle génération. C'est un texte qui peut sembler un peu léger au niveau de l'écriture, mais c'est fait exprès, puisque nous parlons d'un jeune homme qui a une dizaine d'années. Rien que la couverture est émouvante, le livre l'est tout autant, et je ne peux que vous recommander de le lire. Ensuite, allons au Ghana avec Ya Gyasi et No Home, ce livre dont vous avez très probablement entendu parler, puisqu'il a eu un succès retentissant à travers le monde, et bravo à elle. Ici, nous allons suivre une saga familiale qui part d'Afrique et qui va aux Amériques avec le commerce triangulaire, qui va évoluer là-bas. On nous fait toute l'histoire des États-Unis, la colonisation, la guerre civile, la ségrégation, l'époque moderne, et puis un voyage qui va permettre de reboucler tout ça. C'est un livre dont une de mes amies camerounaises m'a dit qu'il lui avait permis de comprendre l'attachement très particulier des Américains au continent. Du Sénégal, j'ai envie de vous proposer 4 auteurs. Commençons par Ousmane Sembène avec Au pays mon bon peuple, qui m'a été recommandé par l'une d'entre vous, et merci pour cette découverte. C'est un livre qui se lit très bien, une écriture presque simple, mais des sujets graves. Des sujets graves. Et j'ai envie de dire merci, merci, merci. Parce que ici, Ousmane Sembène va aborder le sujet des problématiques sur le territoire sénégalais, à la fois de la part des Noirs, mais aussi des Blancs. Nous sommes dans un Sénégal toujours colonisé, nous sommes dans un Sénégal où nous allons suivre notre personnage principal, un jeune homme noir, africain, sénégalais, qui revient au pays après s'être battu pendant la Seconde Guerre mondiale avec sa femme. Sa femme est blanche. Et ça pose problème. Parce qu'elle n'a pas la bonne couleur, parce qu'elle n'a pas la bonne religion, parce qu'elle n'a pas la bonne langue. On parle de l'histoire d'un rejet sur des bases totalement bêtes. Voilà. Excusez-moi de vous le dire, c'est bête. Ousmane le dit très bien, avec ces mots qui sont parfaits, qui sont pesés. Ce livre se lit très bien, et ce qui est intéressant avec lui, c'est la parabole qui est développée pendant toute l'histoire. Ce personnage revient avec des idées qui sont à la fois sénégalaises et à la fois françaises. Il est nourri par ces deux expériences, et c'est ça qui est beau, en fait, dans l'histoire, parce qu'il ne s'arrête pas à ce qu'on lui a appris quand il était enfant, il est nourri par ce qu'il a vécu lorsqu'il était en France, et il essaye de construire un système qui est durable, un système où l'on s'entraide, un système où l'on vit ensemble. Et c'est une leçon qui est valable pour les années 50, mais qui est toujours valable aujourd'hui et avec laquelle on a beaucoup de mal. Lisez ce livre, s'il vous plaît. Ensuite, sur un tout autre sujet, Mariam Abba, avec Une si longue lettre. Une histoire déchirante d'une femme qui aura vécu des dizaines d'années en tant que seule épouse avec son mari, mais ce dernier a décidé de prendre une seconde épouse. Dans cette lettre, l'autrice... J'ai du mal à me dire que c'est pas l'autrice, mais ça n'est pas l'autrice. Dans cette lettre, la personnage principale, je ne me souviens plus de son prénom, va écrire à son amie toute la douleur qu'elle ressent et presque remettre en question son mariage par la décision de cet homme sur lequel elle n'a aucun pouvoir. C'est un livre déchirant qui peut vous aider à comprendre la condition des femmes qui sont dans des mariages polygames, la difficulté
que cela est. D'accepter quelqu'un d'autre dans votre intimité, de partager l'être aimé, de partager et presque aussi de remettre en question tout ce que vous avez construit ensemble. C'est un livre qui m'a extrêmement touchée et que j'ai prévu de relire. Et je ne peux que vous le recommander, c'est un classique de la littérature. Il faut lire Mariam Abba. Maintenant, allons voir David Diop avec Frère Dan. C'est un livre très particulier que j'avoue que je ne sais pas trop comment vous en parler. Deux frères qui grandissent sur cette très belle presqu'île de Saint-Louis, que j'adore et qui est magnifique, vont partir en France pour se battre. Pour la Seconde Guerre mondiale, il me semble, je ne suis pas sûre. Bref, on les suit sur le front, on a ce qu'ils ressentent, la frayeur, la terreur, comme tout soldat sur le front, c'était absolument horrible. Il me semble que c'est la Première Guerre mondiale, puisqu'ils sont dans les tranchées. Et survient un événement tragique. Et cet événement, je pense, va créer un syndrome post-traumatique, ou juste un trauma, puisqu'on est en plein dedans, pour le personnage principal. Et on va le suivre dans des réflexions un peu éthériques, et c'est très fascinant la façon dont c'est écrit. On n'est pas sûr de comprendre ce qui s'y passe, et à chaque fois ça me fait le même effet, de ne pas comprendre et de vouloir comprendre, et à la fois d'être heureuse de ne pas avoir comprise, parce que justement ça suscite la réflexion, et c'est donc un livre qui est parfait pour les clubs de lecture. Et enfin, mon auteur préféré, Mohamed Bougar Sarr, un auteur sénégalais qui a gagné le prix Goncourt en 2021, c'est rare, avec La plus secrète mémoire des hommes. Ce livre, ce n'est pas celui que je vous recommande aujourd'hui parce que je trouve qu'il est difficile et que beaucoup de personnes ont dû s'y prendre à 3 fois, ou à plusieurs fois en tout cas, pour réussir à finir ce livre, et pourtant, il en vaut la peine. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de son livre appelé Deux purs hommes. Deux purs hommes, c'est une critique sociale sur la pression du groupe, sur l'absurdité de certaines réflexions et de certaines actions, mais aussi sur la dangerosité des réseaux sociaux. C'est un livre que j'ai trouvé d'une puissance absolument phénoménale, qui traite d'un sujet grave et important, un sujet sur lequel nous devrions tous avancer, une bonne fois pour toutes, et c'est une prose qui est absolument géniale. Peu importe quel livre vous prenez de lui, juste faites-vous ce cadeau de lire cet homme. Son écriture est parfaite. Il écrit des livres qui n'ont rien à voir, qui pourraient être écrits par des personnes différentes, mais qui sont toujours d'une exactitude et d'une qualité absolument phénoménale. C'est un auteur qui va devenir un classique, si ce n'en est pas déjà un. La preuve en est par son prix Goncourt, mais je suis sûre qu'à l'avenir, il en recevra plus. Et j'ai très hâte de me replonger dans certains de ses écrits. Et enfin, vous ne serez pas surpris si ça fait plusieurs vidéos que vous regardez de moi, je vais vous parler du Nigeria. Ici, je ne vais vous proposer que deux autrices, puisqu'il est rare d'avoir des livres traduits, vu qu'ils sont en langue anglaise, ils vont plutôt se diriger vers un public anglophone. Mais nous avons la chance d'avoir Chimamanda Ngozi Adichie qui est traduite. D'elle, je vous recommande de lire Americana, cette histoire d'émigration du Nigeria vers les États-Unis qui est traitée à travers les cheveux. J'ai trouvé la réflexion très intéressante. C'est un livre qui est assez épais, très bien pour l'été, parce que vous avez le temps, c'est pas prise de tête, et à la fois ça traite de sujets très intéressants. Maintenant que j'ai déménagé en Afrique, j'aimerais le relire pour voir justement si ça me touche plus particulièrement. À l'époque, je me souviens surtout d'avoir aimé me reconnaître dans un livre, dans le sens où il y avait un personnage principal qui était une femme, qui était noire, et j'avais juste trouvé ça trop chouette. La prose m'avait énormément touchée aussi, et du coup j'avais lu un autre de ses livres que je vous recommande, qui est pour moi le meilleur Chimamanda, et c'est L'Hibiscus pourpre. Ici, vous allez suivre un événement très prenant de l'histoire nigériane, qui est la guerre du Biafra. Mais vous allez le suivre grâce à une jeune fille qui est sous le joug de son père. C'est un roman presque en vase clos, un peu oppressant. On a envie de s'enfuir, comme cette jeune fille, mais on va comprendre à travers l'histoire de cette jeune fille ce que c'est que cette guerre, ce qu'elle a eu comme conséquence sur son père et très probablement sur les hommes de sa génération. Et bien sûr, tout ça est emballé dans une jolie prose lyrique à la Chimamanda, dans des paysages igbo, enfin vraiment c'est juste son chef-d'œuvre, je pense. Et j'attends le prochain avec impatience. Et enfin, toujours de la même autrice, je vous propose de lire Notes sur le chagrin ou de l'offrir si vous connaissez quelqu'un qui malheureusement a perdu quelqu'un dans sa famille. Si c'est votre cas, j'en suis désolée, ce sont des moments très difficiles. Personnellement, ce livre m'a aidé à pleurer un bon coup, me sentir vue, me sentir
entendu et du coup exprimer mes émotions. Et franchement, ça m'a vraiment aidé à faire mon deuil à l'époque. Donc, n'hésitez pas. C'est un tout petit livre, elle y crache ses émotions, et je pense que ça lui a fait autant de bien de l'écrire que ça nous fait de bien de le lire. La dernière de cette sélection, une autrice qui commence à devenir ma petite chouchou, Ayobami Adebayo. Quand je vous parle de littérature de l'intime, c'est d'elle que je vous parle. Cette femme n'a aucune limite. Elle vous parle de tout dans le détail. Et c'est dur. C'est vraiment dur à lire, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Malheureusement pour nous, elle n'a que 2 livres à son actif, mais heureusement pour nous, elle est très jeune et du coup, elle va continuer à écrire, je l'espère. C'est une autrice qui a tout de suite fonctionné, elle a tout de suite été traduite. Elle part de sujets graves, comme dans Reste avec moi, où elle va traiter de la drépanocytose, de la volonté d'être mère, de toute la culture nigériane autour des scarifications, du nom des enfants. Elle parle aussi de sexualité, de ce qui peut se passer dans un mariage, de l'ingéniosité qu'on peut avoir lorsqu'on y rentre en étant vierge, bref, des sujets infinis, un livre qui se lit et qui se relit. Je l'ai personnellement lu 2 fois, je le relirai. Ça prosait aussi bien en français qu'en anglais, donc faites-vous plaisir. Mais plus récemment, elle a sorti un autre livre qui s'appelle A Spell of Good Things, des damnés et des bénis, je ne sais plus trop le titre en français, mais qui a été traduit, et qui est même disponible dans certaines bibliothèques, d'après ce que vous m'avez dit, ce qui est absolument génial. Et là, elle ne nous ménage pas. Notre cœur est broyé. Ici, on va suivre 2 personnages, Wuraola et Eniola, une jeune femme qui a tout, Béni, et un jeune homme qui n'a rien, Dané. Quand je dis rien, c'est rien. Et ces 2 personnages vont être liés l'un à l'autre à travers des histoires sordides, mais très représentatives de ce qui peut se passer quand la corruption a pris le dessus. Ici, on va parler aussi bien des problèmes de la fuite des cerveaux que de l'extrême pauvreté, du manque de générosité, des manipulations politiques, de la violence juvénile, de la violence conjugale. Bref, c'est un livre qui parle de sujets lourds, de sujets graves, qui est très difficile, dont on ne ressort pas indemne, mais qui est, encore une fois, très bien écrit, très important. En tout cas, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye!